mon invité, le directeur de la rédaction de l'Incorrect, Jacques de Guibon. Bonjour Jacques de Guibon. Bonjour Martial. Merci d'être présent avec ce nouveau numéro de l'Incorrect titré « Faites la droite, pas la guerre », tout un programme. D'ailleurs, un programme concrètement mis en action avec la très discutée convention de la droite qui s'est déroulée il y a quelques jours. C'était le 28 septembre dernier à Paris. 2000 participants et un événement réussi à vos yeux? Oui, déjà grâce à ces 2000 participants, je veux juste préciser en fait, parce qu'il y a eu une petite controverse là-dedans dans la presse, que c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 1200 personnes, mais il y a eu les gens ont tourné en fait pendant la journée, donc on est arrivé à 2000 personnes, et on aurait pu en avoir beaucoup plus d'ailleurs si la salle avait été plus grande, on avait dû arrêter de vendre les places bien avant. Donc sur ce plan-là, c'était un succès sur le public qui a afflué. Sur le plateau, en fait, dans les orateurs qu'on a eus, je pense que c'est aussi un succès, même si on aurait aimé en avoir plus, mais là il y en avait déjà beaucoup. Ça a été assez écrasant d'une certaine façon pour le public de voir défiler ces presque 30 personnes dans une après-midi. Et ensuite, dans le propos de ces orateurs, je pense qu'il y a eu une vraie animation. Enfin, moi-même, j'ai été heureusement surpris par la variété et même des propos, et même peut-être la distorsion entre certains d'entre eux qui se répondaient. Je trouve que ça a été bien parce que ça n'a pas été banal, ronronnant, et qu'il y a eu une vraie vie là-dedans, en fait. Donc ça, je pense que c'est un succès là-dessus. Alors, il y a quand même une petite question, quand même, une petite ambiguïté. Oui, mais au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, restez avec moi. C'est un mensuel de combat culturel, l'Incorrect, c'est comme ça que c'était présenté. On en est au 25e numéro, je crois. Hein, c'est le 24, celui-là. 24e, donc 2 ans de vie, et 2 ans de vie. Et pourtant, là, on se retrouve dans une manifestation, une réunion dont le but réel semble quand même plus politique que culturel. Est-ce que je me trompe ? Alors en fait c'est culturel l'Incorrect, mais on l'a aussi toujours présenté comme veuillant faire l'union des droites ou parler de toutes les droites et à toutes les droites. Donc dans ce sens-là, on ne prend pas, je pense, notre lecteur ou notre abonné à contre-pied non plus, même si évidemment on veut toujours faire ce combat aussi de manière culturelle. Je pense qu'il est possible de mener les deux de front. Après, on n'a pas vocation évidemment à être le journal d'un parti politique dans ce sens-là. Et là, c'est une convention qu'on a co-organisée, à l'initiative d'ailleurs de Racine d'Avenir, qui est dirigée par Éric Tegner, qui vient des Républicains, qui est en fait une association de jeunes gens qui veulent faire des ponts entre les droites, et du Cercle d'As, dirigé par François Devoyer, qui veut faire la même chose tout en venant, lui, à l'origine du RN. Donc c'est eux qui ont eu l'idée en fait, de cette convention. François Devoyer, parce qu'il avait assisté au CIPAC aux États-Unis en compagnie de Marion Maréchal. Le CIPAC, c'est cette grande messe, mais j'aime pas ce terme puisque c'est politique. Enfin bref, ce grand raout des conservateurs américains qui a lieu tous les ans. Et Éric Tegner, parce qu'il avait aussi l'idée d'une autre façon. Donc ils sont venus nous voir pour nous proposer cette idée, nous en tant que l'Incorrect, parce qu'ils pensaient que c'était bien d'avoir un média qui les accompagne, parce qu'on avait un certain nombre de gens dans un certain monde qui pouvaient aussi les aider. Donc on s'est dit qu'on allait y participer, ce qui ne veut pas dire que on a pris parti pour qui que ce soit. D'ailleurs, vous noterez qu'on a fait attention de ne pas inviter enfin, on les a invités dans la salle, mais pas pour parler, pas de chef de parti, dans le sens où on ne voulait pas qu'il y ait de récupération possible par un parti ou par un autre, enfin, surtout par ou les Républicains ou le Rassemblement national, qui sont les deux gros partis. Donc je pense que non, on est dans une des vocations de l'Incorrect qui, à mon avis, peut avoir plusieurs vocations parallèles comme ça, à la fois de mener un combat culturel et un combat plus politique, mais pas dans le sens partisan, encore une fois. Alors, il y a eu beaucoup de temps fort dans cette journée. On l'a vu dans le journal télévisé de TV Liberté lundi soir. On a vu beaucoup de temps forts et on va essayer d'en passer quelques-uns seulement en revue. Il y a eu 30 interventions. Il y a eu d'abord quand même l'intervention du journaliste Éric Zemmour. C'était un discours très radical qui a suscité d'ailleurs, et qui suscite encore l'émotion des médias. Est-ce que vous attendiez à un discours aussi sans concession ? Écoutez, on connaît Éric Zemmour et on voit depuis plusieurs années quelle est l'évolution de son discours, même si les fondamentaux restent les mêmes. Moi, je n'avais pas du tout lu son discours avant, donc je savais pas, enfin, je savais à peu près de quoi il allait parler, mais je ne savais pas quelle était la tonalité de son discours. Donc oui, je suis d'accord, il était véhément, violent, on peut dire, dans la description de la situation, parfois manquant peut-être d'espérance, mais je pense qu'en fait, il dit globalement la vérité, même s'il y a des détails avec lesquels je ne suis pas d'accord chez lui, on pourrait y revenir peut-être, mais je pense que c'était nécessaire, et les attaques dont il fait l'objet, en fait, surtout de personnes qui veulent le censurer dans les médias, me paraissent scandaleuses, dans le sens où, déjà, on est dans un pays où il est censé y avoir une liberté d'expression, et que, me semble-t-il, chez lui, c'était un discours qui était audible, même s'il était violent. Et ensuite, moi, je plaiderais pour que Éric Zemmour ait un statut de lanceur d'alerte, en fait, d'une certaine façon, parce que la France qui décrit, la France contre laquelle il s'élève, à mon avis, c'est en grande partie la vérité, on peut le contester, lui répondre,
Et il ose dire, en fait, ce que d'autres n'osent pas dire, mais même s'ils le voient, ce qu'ils n'osent pas dire tout haut. Et il y a une vérité, oui, qui est violente à entendre, mais c'est pas parce qu'elle est violente à entendre qu'il faut pas la dire. Et avec quoi vous êtes en désaccord, alors, bien sûr, il y a chez lui, peut-être dans ce discours-là, mais qui était extrêmement bien tourné, dont les formules faisaient mouche, une assimilation peut-être trop rapide entre l'immigration, la délinquance, l'islam et le djihadisme, en fait. Comme si tout ça n'était qu'un seul bloc. Évidemment, ça a des racines communes. Évidemment, il n'y aurait pas d'islam en France s'il n'y avait pas eu d'immigration, donc pas de djihadisme s'il n'y avait pas eu d'immigration. Et la délinquance, on le sait, et beaucoup le fait de personnes d'origine immigrée en France proportionnellement. Quand il suffit de voir les personnes qui sont en prison, puis on n'a qu'à se reporter aux chiffres. J'espère qu'on a le droit de dire ça, mais en tout cas, je pense que c'est à mon avis, assez vraisemblable. Il n'empêche que, je ne sais pas si on peut dire que ce sont les mêmes qui sont les délinquants et les mêmes qui sont les djihadistes. Vous prenez les frères Kouachi, c'était pas spécialement des délinquants. Mohamed Merah non plus, je pense, d'une autre façon. Donc ce sont des périls qui peuvent se recouper, mais on n'y gagne pas forcément à les assimiler les uns aux autres. Ce sont deux problèmes différents. Non, je pense qu'on en a tous assez de la délinquance et de sa montée en France. On en a tous assez du terrorisme et du djihadisme et d'une certaine forme d'islam culturel. C'est pas pour autant qu'il faut dire que c'est la même chose et que ce sont les mêmes personnes. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je ne serais pas d'accord avec lui. Une autre question quand il parle de l'Afrique et qui dit que l'Afrique est en train de déborder démographiquement, va s'abattre sur le reste du monde, c'est déjà ce qui commence à se passer. Et lui dit l'Afrique prend l'islam encore une fois, comme glaive pour nous attaquer. Je pense que même sans l'islam, il y a une grande partie de l'Afrique noire qui n'est pas musulmane en fait, elle aurait tendance de toute façon, à cause de cette croissance démographique et de la situation de leur pays, à se déverser chez nous, islam ou pas. Donc peut-être que l'une se conjugue avec l'autre, mais je pense que ça aurait mérité peut-être plus de distinction entre ces divers problèmes. Voilà. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles je peux ne pas être d'accord avec lui. Mais Alors, quand on est un organisateur de ce type de manifestation, il faut s'attendre à tout. Et donc, la première explosion avec Zemmour, deuxième explosion avec Robert Ménard. Alors là, c'est l'explosion totale parce que Robert Ménard, lui, intervient, il rejette la métapolitique, déjà très embêtant pour le journal incorrect, et il affirme, il dit je m'en fous de la métapolitique, et il affirme qu'il faut un visage pour incarner la droite française, et là il fait un appel pressant à la seule femme qui a fait de la politique et dont les médias parlent, c'est Marion Maréchal. Et il demande une droite optimiste, en vous regardant, là aussi. Oui. Donc, ça fait quand même beaucoup de reproches d'un seul coup. Oui, mais moi, on était là aussi pour entendre ces voix-là et pour subir les reproches qu'on méritait de subir. Je pense que Robert Ménard avait raison, en fait, dans sa voix dans les deux sens, avec un E ou avec un X. Il avait raison de nous dire ça, de nous dire vous avez le risque de devenir des bobos de droite, d'être un petit milieu germano-pratin qui est coupé du peuple, de trop parler et de rien faire. Je pense qu'il avait tort de dire ça à Marion, parce que Marion a montré pendant 5 ans de mandat de députée qu'elle était proche du peuple, qu'elle l'avait défendu, que là elle lance une école qui peut-être veut faire de la métapolitique, mais qui n'est pas pour elle ou pour se conforter dans un petit monde. Au contraire, elle prend des risques, je pense, en faisant ça, et c'est une des courroies nécessaires si on veut fabriquer un biotope politique et culturel. Mais il avait raison de nous dire moi je suis seul en fait et je me bats comme maire avec des problèmes concrets. Il avait raison de nous rappeler à ça. Il n'empêche que Marion lui a répondu d'ailleurs un peu à la fin que l'un n'exclut pas l'autre et que son combat à lui pour légitime qu'il soit des mains dans le cambouis n'exclut pas le fait de devoir réfléchir ou de pouvoir réfléchir à côté et que l'un est censé nourrir l'autre en fait. Mais moi j'ai trouvé bienvenu en fait qu'ils nous disent ça en face et qu'ils nous disent peut-être que là vous tournez en rond, vous vous faites plaisir et qu'il ne se passera rien, et dans ce cas-là, vous aurez servi à rien. Mais sa conclusion était plutôt sympathique quand il dit « Je ne viendrai plus jamais à vos conventions, parce que je vous donne rendez-vous dans 3 ans à l'Élysée. » Voilà. J'en ai marre de vous voir. C'est ça. Mais s'il veut qu'on se voit tous à l'Élysée, je suis d'accord aussi. Et l'idée d'une droite optimiste, est-ce que vous pensez, vous, que l'incorrect fait ce travail-là ? Eh ben, on essaye. Le lecteur pourra consulter le débat entre Marion Maréchal et Éric Zemmour qu'on a organisé là-dedans parallèlement à la convention. Et le débat repose la question un peu comme c'est posé pendant la convention, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour est, mais à mon avis je vais redire en tant que lanceur d'alerte, très désespéré, disant tout est foutu ou presque, c'est horrible, et Marion essaye de lui répondre en lui disant non c'est pas vrai, moi je pense qu'il y a encore des moyens de sauver la France, de faire ceci, cela, etc. Donc dans ce sens-là, oui, il y a un débat interne, mais je pense que nous essayons de proposer ou de mettre en lumière des initiatives, des personnes, etc., qui redonnent une espérance, en fait. Voilà, un entretien que vous avez réalisé avec Benoît Dumoulin,
et Bruno Larocque. C'est ça. Dans la séquence masochiste, parce que là c'était quand même vraiment c'était une très belle séquence que samedi. Là, si la droite est masochiste, vous en avez apporté la preuve puisqu'il y a eu l'intervention assez surprenante de Raphaël Enthoven, le professeur de philosophie, c'est lui qui, vous l'a rappelé d'ailleurs, dans un discours peu amène, a annoncé l'échec de votre initiative. Ce que vous êtes en train de construire n'est pas un paquebot, c'est le radeau de la Méduse. Comment jugez-vous la prestation de Raphaël Enthoven, puisque c'est vous qui l'avez invité? En fait, Raphaël Enthoven, donc on l'a invité, on était heureux qu'il vienne pour qu'il y ait de la contradiction. Le souci, c'est qu'il a exigé du début à la fin de devoir parler seul, en fait. Il a refusé qu'il y ait un contradicteur. Et c'est important parce qu'on vous fait le reproche. J'ai entendu dans la salle, souvent on a dit, mais il n'y avait pas de contradicteur, donc il a pu asséner pendant 20 minutes. Nous, on aurait aimé, et c'est même pas 20 minutes, parce qu'en plus, là-dessus, il a un peu triché. On lui avait dit 20 minutes, ça a duré 37 minutes. Quelqu'un a chronométré, il me l'a dit. Donc il a quasiment doublé son temps de parole. Moi aussi. Après, il est difficile, une fois que vous avez donné la parole à quelqu'un comme ça, un contradicteur, de venir lui arracher le micro et de lui dire maintenant tais-toi, en fait. C'est pas du jeu. Mais là, c'est lui qui a franchi les règles. On l'aurait fait dans l'autre sens, je pense que ça aurait pas été très sympathique non plus. Après, non, c'est pas du tout du masochisme. C'était déjà voilà, pour montrer qu'on était capable d'entendre une contradiction. Et il a montré en fait que sa contradiction était, à mon avis, en dehors du sujet, à côté de la plaque. Daté surtout, oui, c'est ça. Qui parlait pour ses petits camarades, où on avait l'impression du discours de son père, Jean-Paul Enthoven, qui est le meilleur ami de BHL, datant des années 80, où il s'adresserait à, je sais pas, un PNFE ou une chose comme ça, une droite post-OAS, terroriste quasiment pour la peine de mort. Enfin, ce seraient les préoccupations du sujet, ce qui sont pas du tout les nôtres. Moi, j'avais l'impression quand il parlait de cette droite-là, que j'étais d'accord à 80% sur les reproches qu'il lui faisait. J'avais envie de lui dire oui, bravo, mais je sais pas où était cette droite. Je me retournais, il disait c'est pas à nous qu'il parle en fait. Il parle pour l'extérieur, ou il parle pour lui-même, ou il est resté dans un vieux logiciel du monde ancien. Enfin, j'aime bien le monde ancien, donc on va pas prendre ce terme-là, mais en tout cas d'un monde daté des années 80-90. Et que ce discours tombait à côté. D'autant plus qu'il y avait une autre partie du discours où il disait vous allez rater, qui était un peu une sorte de discours, il voulait se convaincre de pensée magique en fait, où il avait besoin de répéter vous ne gagnerez pas, vous ne gagnerez pas. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de casting? Est-ce que tout simplement vous n'avez pas vu Raphaël Enthoven, personnage intellectuellement amusant, brassant les idées, tellement incorrect de façade, et puis qui se révèle finalement très convenu? Oui, très convenu, mais oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on prenne un contradicteur d'un meilleur niveau la prochaine fois, ou qu'il soit plus au fait du sujet, ou pas de contradicteur du tout. En tout cas, c'était important pour nous de montrer qu'on était capable, contrairement à tous les autres mouvements de gauche, ou du centre, ou de je ne sais où, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vienne porter les contradictions et dont la parole soit totalement libre. Après, je comprends qu'il y a des propos qui ont choqué la salle. Moi, il y en a qui m'ont choqué aussi, quand il parle des crimes contre l'humanité de la France. Pour moi, c'est faux. Quand il parle des crimes en Algérie, c'est faux aussi. Donc, il y a eu quelques huées dans la salle, mais qui, à mon avis, étaient assez minimes déjà par rapport au nombre de personnes qu'il y avait, et ensuite qui étaient quand même légitimes de certaine façon, où sans l'interrompre, sans l'insulter, on pouvait quand même exprimer par des huées sympathiques et civiles, si on peut dire, en tout cas sa désapprobation. C'est Gilles William Goldnadel qui va lui apporter la contradiction. Voilà. Ça tombe bien, il était chargé d'un sujet qui s'appelait le refus du mépris. Ouais, mais oui, ça tombait extrêmement bien en fait. Voilà. On pourrait évoquer aussi les très appréciées interventions. Alors j'en ai noté quelques-unes que j'ai écoutées moi-même, puisque j'étais présent à cette manifestation. Jean-Frédéric Poisson, Paul-Marie Couteau, beaucoup d'autres. Alors j'ai retenu la présence de Gilbert Collard, parce que là, pour le coup, il était avec Breton, qui était un élu député des Républicains, le seul représentant du Rassemblement national. Est-ce que c'est pas là non plus une forme d'échec, quand même? Si un échec, à mon avis, il vient pas de chez nous. En fait, nous, on a fait vraiment ce qu'on pouvait pour inviter des personnalités des deux partis. Au Rassemblement national, il y en a beaucoup qui nous avaient dit oui au début, et qui, parce que je pense qu'il y a un problème à l'intérieur de ce parti, excusez-moi, dans le fonctionnement, quoi, ont plié au dernier moment, alors qu'ils auraient été heureux de venir, parce qu'on leur a dit on leur a fait comprendre que s'ils venaient, en fait, ils auraient beaucoup de soucis. Ça, à mon avis, c'est un problème pour eux, en fait, de refuser de s'ouvrir à ça, comme si on était une menace, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on n'est pas un parti concurrent. Après, moi, je ne vais pas leur envoyer des fleurs toute la journée et les supplier pour qu'ils viennent s'ils n'ont pas envie de... Regardez, quand Raphaël Enthoven, qui est issu quelques huées sympathiques, comme vous dites, dit « Le RN est un vieux parti corrompu dont chacun sait que la patronne est une adversaire idéale pour le pouvoir en place. » Il y a une partie non négligeable de la salle qui, cette fois-ci, l'applaudit. Est-ce qu'il n'y a pas une rupture? Une rupture, vous voulez dire, entre une partie de l'électorat ou des gens qui étaient là et le Rassemblement national? Si, mais
C'est aussi pour ça qu'on est là, j'ai envie de dire d'une certaine façon. Pas pour entretenir cette rupture, mais parce qu'on trouve qu'elle a déjà eu lieu, au fait, et qu'il y a des manques au Rassemblement national, beaucoup. Comme l'a dit Marion, il est nécessaire dans le jeu politique, mais il n'est pas suffisant d'une certaine façon, à mon avis, à notre avis, pour accéder au pouvoir, ou pour s'étendre. Donc c'est aussi, je pense, un de nos rôles, à notre petite mesure, en fait, d'essayer de résoudre cette question et d'essayer de l'ouvrir en fait. Et je trouve qu'ils ont eu vraiment tort de ne pas s'ouvrir. C'était l'occasion pour eux de rencontrer des intellectuels, de discuter avec eux, qu'ils soient d'accord avec eux ou non, des gens d'autres partis. Et là, ça c'est à mon avis, malgré ce que les gens disaient à la tribune, et vous avez peut-être même le devoir de s'affronter en fait. Ça s'est très bien passé, je pense, entre les orateurs et le public pour le reste en fait. Et à mon avis, les gens étaient heureux qu'il puisse y avoir mise à plat en fait toutes ces dissensions ou ces vues différentes qui peuvent être parfois cachées ou mises sous le boisseau et on fait semblant comme si ça n'existait pas et comme font malheureusement très souvent tous les partis, là c'est pas que le RN, tous les partis sous la Ve République en fait, voilà, en dissimulant et donc finalement en cessant de penser et après en comprenant pas pourquoi un jour leurs électeurs les ont quittés, quoi. Là je parle plutôt des Républicains. Ouais. Alors tout le problème aussi, est-ce que c'est pas tout simplement aussi l'idée d'avoir mis un peu trop en avant Marion Maréchal, qui est quand même la vedette de la journée, et certains se sont dit c'est pas la convention de la droite, c'est la convention Marion, et donc on peut pas s'y rendre. C'est pas nous qui l'avons mise en avant. Vous regardez le clip qu'on a fait, par exemple, c'est Éric Zemmour qui, à la fin, où on écrit « Il sera là le 28 septembre, et vous, serez-vous là ?» Il n'y a pas Marion, par exemple. Ce sont les médias qui, dès qu'ils entendent le nom de Marion, s'affolent. D'ailleurs, je note en passant qu'il y avait une petite convention de la gauche le même jour, organisée par Génération de Benoît Hamon, où il y avait Mélenchon, etc., où personne n'en a parlé. Ils se sont plaints, ils ont dit « Ah, tous les médias de masse sont chez la droite identitaire, nous, il n'y a personne. » Bref, je trouvais ça comique. C'est pas nous qui l'avons mise en avant, et Marion, par ailleurs, n'a pas de mandat électif, donc elle est plus proche du Rassemblement national que des LR, donc ça aurait plutôt dû les attirer, eux, plutôt, et c'est plutôt les Républicains qui auraient dû avoir plus de soucis à venir. Et je note qu'il y a dans les élus qui en parlaient, il y avait 2 Républicains et un seul RN, en fait, parce qu'il y avait Vijay Mouani, qui est ce conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, qui était excellent, qui a remporté les suffrages de la salle, qui est un jeune homme de là-bas, qui, voilà. Alors quand Marion Maréchal promet dans son discours le pouvoir à son camp, comment elle y arrive, dites-moi tout, puisque vous êtes proche d'elle. Parce que bon, j'ai bien compris qu'il faut briser les barrières partisanes. Je vous l'ai vu en action tenter de le faire. C'est suffisant ? Elle explique dans son discours qu'il faut arriver à créer cet écosystème culturel, intellectuel, dans la haute fonction publique, partout où il y a des leviers de pouvoir, en fait, pour évidemment arriver au pouvoir. Et en 2022, en 2027, en 2032, écoutez, moi aussi, le plus vite possible, j'espère. Après quand elle dit l'homme ou la femme providentielle, c'est pas moi, c'est vous, c'est n'importe qui tout le temps, je pense qu'elle a raison de rappeler ça. De rappeler aux Français, aux citoyens, aux militants que chacun a sa place, a son rôle et doit essayer de le déployer et que cette adéquation entre le peuple et une personne à un moment n'aura lieu ou prendra effet que si on a créé les conditions à côté. Ce qui est le problème du Rassemblement national, je pense que c'est peut-être ça qu'elle voulait évoquer, c'est que vous pouvez avoir 25 ou 30% d'une partie du peuple qui aime beaucoup Marine Le Pen, comme elle aimait avant Jean-Marie Le Pen, et qui peut voter pour ce parti, mais ce sera jamais plus parce qu'ils ont été mis dans une case, derrière un cordon sanitaire, mais auquel ils ont participé aussi en partie, et qui sont heureux on revient à la question d'avant, de vivre là-dedans, en fait, et de gérer ces 25% qui sont, d'une certaine façon, glacés, en fait, et qu'on n'arrive jamais à dépasser, aussi parce que ce parti n'est pas pris au sérieux, pour de mauvaises raisons, en fait, par le reste de l'élite, on peut dire, en France, qu'elle soit politique, intellectuelle, technocratique, et que c'est ça qu'il faut arriver à changer, en fait. Voilà. C'est-à-dire avoir des alliances sûres à ce niveau-là, en fait. Comme c'est un travail de fond, je suis tenté de vous dire que vous préparez déjà la convention 2, 3, 4, on espère 5, autant qu'il faudra. 6. Et même si donc, jamais, est-ce que c'est un rendez-vous qui va par un redevenir, miracle, mensuel, on gagnait un jour, oui, on aimerait bien que ce soit annuel, en fait, et que ça se répète aussi longtemps qu'il faudra. Comme vous voyez, pour en revenir aussi pas que cette convention des conservateurs américains, bien qu'ils soient pour partie au pouvoir, même si c'est pas les républicains, c'est les conservateurs, mais bref, ils sont quand même proches de Donald Trump, ça les empêche pas de continuer à se réunir et de continuer à penser et à essayer de chercher comment faire le bien du pays. Ah, vous savez que dans votre famille de pensée, dès qu'on dit qu'ils font de la politique, que le journal fait de la politique, on se dit, alors l'incorrect, c'est bien évidemment non plus un paquebot, mais un porte-avions, et que l'avion peut porter le nom, là en l'occurrence de Marion Maréchal. Donc ça sert à ça l'incorrect finalement ? Non.
Non, l'incorrect, ça sert à travailler au bien commun de la France autant que possible. Ça sert à essayer de remuer des idées qui sont évidemment pour la plus grande part de droite, mais aussi de parler de culture, d'histoire, de société. En fait, non, ça sert comme un journal le ferait, mais je sais pas. Quasiment tous les journaux, me semble-t-il, ont une petite couleur politique. Nous, pas plus que les autres. Voilà. Pas moins aussi, enfin on assume cette couleur-là. Vous êtes journaliste, hein? Ben, j'essaye. Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont rusés comme des serpents? Eh oui, hélas. Oui, vous faites allusion à cette petite polémique qui a précédé la convention. Il se trouve qu'on avait interdit des journalistes. Oui. Et puis après, vous les avez autorisés à venir. Moi, j'ai vu que les journalistes avaient table ouverte. Ah bah ça, ils étaient tous là. Non, en fait, au début, vraiment, il y a eu deux choses. On avait assez peu de place. Enfin, assez peu de place. C'est-à-dire qu'on avait déjà 50 journalistes de presse écrite, plus 5 ou 6 télé, et je ne sais pas combien de photographes, ce qui me semble déjà pas mal, en fait, pour une convention comme ça. Et on n'avait pas envie d'empêcher du public de venir pour mettre des journalistes à la place. Sinon, on fait une conférence de presse, et puis voilà. Donc, et il se trouve que parmi des journalistes qu'on a refusés, il y en a 3 qui sont des personnes qui ont été plutôt vindicatives et nuisibles à notre endroit, assez régulièrement en fait, de manière assez systématique. Et on a dit qu'on ne voulait pas ces personnes-ci, mais ça n'empêchait pas leurs médias, qui étaient respectivement l'Opinion, l'Express et Libé, d'envoyer d'autres journalistes. Donc il n'y avait aucune censure d'aucun média ou de la liberté d'informer qui est, semble-t-il, devenue un droit de l'homme en fait. Et parce qu'il aurait manqué 3 journalistes, en fait il n'y aurait pas eu de liberté d'informer, alors qu'il y avait des journalistes du monde entier, de toute la presse, etc. Donc finalement, devant la polémique où on a été soutenu par personne, il faut le dire, et où la grande corporativité, dans le mauvais sens du terme, de la presse s'est exprimée jusqu'à droite et jusqu'aux gens du Figaro qui ont dit « Ah oui, on ne viendra pas si ces gens-là sont interdits ». On a cédé, oui, puis on a dit bah, « Venez tous ». En fait, donc il y a même eu Quotidien, il y a eu Mediapart, enfin bref, il y a eu tout ce qu'on veut qui a été là, c'était table ouverte. Voilà. Après, ils étaient entassés, donc c'était bien fait pour eux. Mais comme on l'a rappelé plusieurs fois, quand Emmanuel Macron, quand il était en campagne, et même après, avec son parti En Marche, interdisait à vos confrères de RT ou à Sputnik de venir à ces conférences de presse, là, on n'a jamais entendu personne s'émouvoir de la restriction de la liberté d'informer. En fait, j'ai pas entendu le Figaro, ni personne, en fait, le faire. Donc, voilà. Donc on sait qu'il y a un deux poids, deux mesures entre l'élite journalistique, enfin ceux qui se considèrent comme ça, et puis les va-nu-pieds comme vous et nous. C'est un compliment. Vous êtes, oui, je l'avais pris comme tel. Est-ce que maintenant votre rôle, Jacques de Guibon, votre rôle c'est de retourner à la correcte, de reprendre les rênes, ou c'est de préparer déjà cette convention numéro 2 ou cette Non, là on va déjà se reposer un petit peu, et puis la convention numéro 2 elle aura lieu dans un an, donc on va y penser, mais posément. Et j'espère que... On va voir déjà quelles sont les réactions à la suite du public qui était là, pour l'instant elles sont très bonnes. Alors, j'espère, on va voir si les gens en veulent une autre. Voilà, on va pas non plus... Toute dernière question, mais c'est que parmi les publics, il y avait énormément de jeunes. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est ce qu'on avait déjà vu, nous. Oui. Pour mai 68, déjà, je l'avais vu. 68, oui, c'est ça. Mais si vous prenez aussi ce qu'a organisé Valeurs Actuelles avec les Veilleurs d'Espérance au Cercle d'Hiver, c'était aussi beaucoup de jeunes. Après, on ne fait pas du jeunisme, mais on est heureux qu'en tout cas qu'il y ait cette génération-là qui soit très représentée et qui soit... C'est une génération orpheline pour moi, enfin voilà, cette génération de la droite. Pas très bobo. Dit l'incorrect, c'est un peu bobo. Non, mais je crois que ce sont des Français normaux. Après, ça se passe à Paris, donc forcément, il n'y a pas... C'est difficile pour tout le monde de venir, mais peut-être qu'on essaiera de la faire en province ou quelque part. Mais même si on va en province, ça peut être de la façade, parce que si on va dans une grande métropole de province, vous retombez sur la même personne. Après, on peut aller dans une toute petite ville, mais enfin, c'est compliqué pour faire venir les gens, pour les loger. Enfin, bref, vous connaissez ces choses-là. Oui. Nous, on n'est pas spécialement attachés à Paris. Il se trouve qu'en général, c'est là où les choses sont les plus faciles à faire. Voilà. Voilà. Le numéro de la correcte Faites le taire, c'était pas le cas aujourd'hui avec Marion Maréchal et Éric Zemmour. Faites la droite, pas la guerre. C'est dans tous les kiosques et chez les bons marchands de journaux. Et bien évidemment, par abonnement. Merci Jacques Desmond. Merci beaucoup, Martial.